Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, on vous présente nos vœux les plus sincères. On a encore quelques jours pour le faire. Donc, on vous présente nos vœux pour cette nouvelle année. Que tous vos projets se réalisent, évidemment personnels comme professionnels, et ceux les plus inclusifs avant tout. On est très heureux de vous accueillir avec Fabien ce midi pour cette nouvelle table ronde, ce nouveau rendez-vous d'AFL Diversity. Alors, juste pour peut-être avant de passer à cette table ronde, nous présenter. Donc, nous sommes Adrien et Fabien Figula-Letor. On est les fondateurs d'AFL Diversity. On est également les créateurs et les organisateurs du Grand Prix Diversité et Inclusion qui est placé sous le haut patronage pour la 3e année consécutive du ministère de l'Égalité, même si, vous le savez, il y a eu quelques changements ces derniers jours. Et donc, c'est un événement que nous organisons également en partenariat avec l'UNESCO. Alors rapidement, je vous présente AFL Diversity. Après avoir été tous les deux membres de comités de direction de grands groupes internationaux, on a décidé, il y a un peu plus de 3 ans, de créer donc AFL Diversity, qui a pour mission unique d'aider les organisations à être plus inclusives. Donc on intervient à travers la construction de solutions sur mesure pour nos clients, afin de répondre précisément à leurs besoins, que ce soit par du conseil, la création de formations, l'organisation et l'animation de conférences, de keynotes, de fraises de la diversité, de tables rondes où on fait intervenir de nombreux experts dont certaines et certains sont présents aujourd'hui et je les en remercie, ou encore l'animation de la communauté du Grand Prix Diversité et Inclusion qu'on a créé maintenant en 2022. Ça, ce sont les clients qui nous font confiance depuis 3 ans. Alors, vous le voyez, on travaille avec tous les secteurs d'activité, des organisations de tailles très différentes. Même si aujourd'hui, on accompagne plutôt des grandes entreprises, on souhaite avoir de l'impact et aider donc toutes les entreprises qui en ont besoin, en France comme à l'international, à avancer sur tous les enjeux diversité et inclusion, quelle que soit la thématique. Donc, on travaille, nous, avec un écosystème de partenaires très ouvert, très agile, qui nous permet de trouver des solutions innovantes et pertinentes pour nos clients, que ce soit avec les associations, les pouvoirs publics ou les experts qu'on fait travailler sur nos différents projets. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir 4 entreprises lauréates du Grand Prix Diversité et Inclusion 2023, dont la cérémonie de remise des prix a eu lieu en novembre dernier chez TF1. Je vais laisser maintenant la parole à Fabien, qui va animer cette table ronde. Alors, l'événement est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay, je vous invite à couper votre caméra maintenant. Et on est ravis de passer cette heure avec vous. À toi, Fabien. Merci Adrien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette table ronde. Alors vous le savez, Adrien vient de le présenter, mais la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et sur lequel nous voulons vraiment faire accélérer le monde de l'entreprise. On va dire notre obsession un peu avec Adrien, c'est l'impact. Et c'est l'objectif, c'est avec cet objectif qu'on a créé le Grand Prix Diversité et Inclusion. L'objectif étant de mettre en lumière ce que font les uns afin d'en inspirer d'autres. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va pouvoir échanger autour des actions que nos invités ont menées dans leurs organisations pour les rendre plus inclusives. Alors, bien évidemment, en 1 heure, on ne pourra pas tout aborder, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir creuser un petit peu plus les projets lauréats. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions. On aura du temps pour les questions en seconde partie de l'événement. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une belle diversité de types et de tailles d'entreprises qui va de la PME à la multinationale. Donc ça, c'est une preuve aussi que la diversité et l'inclusion, ce n'est pas un enjeu pour seulement les grands groupes, c'est vraiment un enjeu pour toutes les entreprises et même toutes les organisations. Alors, nos 4 personnalités, ce sont des personnalités engagées sur tous les sujets de diversité et inclusion au sein de leurs organisations. Alors, on va avoir le plaisir de discuter avec Katia Tardy, qui est cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. Bonjour Katia. Sandrine Sicard, qui est directrice des opérations RH pour le Ninkasi à Lyon. Bonjour Sandrine. Bonjour. Annelise Chevillard, qui est Head of Diversity and Inclusion AXA en France. Bonjour Annelise. Bonjour. Et enfin, Alice Boulier-de-Branche, qui est Senior HR Manager pour Allen & Overy France. Bonjour Alice. Bonjour. Donc, je voudrais déjà vous remercier toutes les 4 d'avoir accepté cette invitation et encore vous dire bravo pour ces prix que vous avez remportés en novembre dernier.
Alors, pour commencer un peu la table ronde, je proposais de commencer par toi, Katia. Vous avez reçu avec la biscuiterie Andy Gaspi le grand prix du jury en novembre dernier. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer ce qu'est la biscuiterie Andy Gaspi? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis l'une des 3 mamans de la biscuiterie Andy Gaspi. Donc notre démarche, elle est partie d'un double constat. Le premier, c'est l'ampleur du gaspillage alimentaire en France. Et avec mes associés, on était bien placés pour le savoir parce qu'on est toutes les 3 ingénieurs agroalimentaires et on a travaillé pour des industriels de l'agroalimentaire chez qui on s'est rendu compte que le gaspillage était un véritable fléau et qu'on jetait énormément d'aliments en France. Et l'autre constat duquel on est parti, c'est le manque d'activité professionnelle pour les personnes en situation de handicap. En fait, on s'est rencontrés avec mes associés dans une association qui œuvrait pour l'insertion professionnelle du public en situation de handicap, plutôt handicap mental et psychique. Et on s'est rendu compte en collaborant avec ce public-là et avec les ESAT qu'il y avait un manque d'activité réelle et qui était de plus en plus présent au sein du secteur adapté et protégé. Donc d'un côté, on s'est dit, il y a du gaspillage et des matières qui se perdent. De l'autre côté, on s'est dit, il y a des ESAT sur les territoires qui ont besoin d'activité et qui ont des locaux, des équipes et des envies pour s'investir sur de nouveaux projets. Donc, il y a quelque chose à faire pour réunir ces deux mondes. Et c'est comme ça qu'est née la biscuiterie Andy Gaspi, donc avec nos 2 piliers, handicap et anti-gaspi. Donc, handicap parce qu'on installe notre biscuiterie dans les ESAT, donc ESAT, établissements et services d'aide par le travail, qui sont des structures qui sont de moins en moins subventionnées, de moins en moins sollicitées pour des contrats de sous-traitance ou pour des contrats de tout type. Donc, ils sont vraiment à la recherche de nouveaux projets et de nouveaux débouchés. Et donc, nous, on installe les biscuiteries dans les ESAT et on les forme sur ce nouveau métier. Et donc là, le premier atelier qu'on a en région nantaise, on a formé 30 personnes en situation de handicap mental et psychique sur ce nouveau métier. Et c'est vraiment eux qui sont impliqués sur toute la chaîne de valeur, donc fabrication, conditionnement, préparation des commandes et livraison. Et en fonction de leurs aptitudes, de leurs projets professionnels, du coup, ils viennent graviter sur tout ou partie de l'activité. Donc ça, c'est le pilier social. Et le pilier environnemental, c'est anti-gaspi. Katia, est-ce que je peux juste t'interrompre une minute? Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro, puisqu'on a des participants qui ont du mal à entendre? Très Merci. bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vais essayer de parler plus fort et de me rapprocher de mon micro. Super, merci. Bon, top. Et donc, le pilier environnemental, c'est l'anti-gaspi. Donc, on valorise des invendus et des coproduits alimentaires en recettes gourmandes. Et le premier invendu auquel on s'est attaqué, c'est le pain, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qui est l'emblème de notre pays à l'étranger, mais qui pour autant est jeté quotidiennement. Il y a 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises chaque année. Donc, nous, on collecte les invendus de pain chez les boulangers, qu'on transforme en chapelure et qu'on utilise comme matière première dans nos biscuits, d'où le biscuit quignon, comme le quignon de pain. Voilà, vous le voyez en jaune sur moi. Donc voilà, donc l'idée et la genèse du projet, c'était ça. Et donc on s'est installé dans les ZAT il y a 2 ans. Et depuis, l'activité grandit bien et grandit vite. Et plus l'activité grandit, plus on arrive à former de travailleurs handicapés sur ce métier-là et plus on arrive à sauver des invendus à travers la démarche. Merci Katia, je pense que c'était très clair. Et le nom aussi de la biscuiterie dit quand même plutôt bien les choses. Ce qui a intéressé beaucoup le jury dans ton projet, enfin dans votre projet, c'est que la diversité et l'inclusion, elle est vraiment au cœur de votre modèle économique. Et il y a souvent un peu des discussions, des débats sur les investissements dans la diversité et l'inclusion, qu'est-ce que ça rapporte. Vous avez vraiment pris un parti pris assez innovant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Est-ce que c'est rentable? Comment on travaille avec des ESAT? Et surtout, comment est-ce que on s'assure que ça devienne pérenne et duplicable, et ou duplicable d'ailleurs? En effet, on va parler du sujet de la duplicabilité parce que c'est le cœur de nos enjeux en ce moment, c'est de reproduire ce qu'on fait aujourd'hui à Nantes dans d'autres régions de France. Parce que des invendus de pain, il y en a partout et tout le temps en France. Et des ESAT à la recherche de nouvelles activités, il y en a aussi sur l'ensemble du territoire. Et on se rend compte que le projet répond à leur attente parce que c'est vraiment eux qui nous contactent pour nous dire, nous, on est prêt à aller sur de nouvelles activités. Et donc, comment le modèle marche? C'est que en effet, dès le départ, on voulait ce pilier inclusion et dès le départ, on voulait vraiment collaborer avec les structures du handicap parce qu'on s'est rendu compte vraiment que les ESAT, c'était des structures qui sont peu mises en lumière, qui sont peu connues, mais qui pour autant sont sur tous les territoires, qui ont des savoir-faire en interne qui sont précieux parce qu'ils sont nombreux et qui sont agiles, qui sont capables de très vite faire un virage sur une nouvelle activité. Ils ont des locaux, ils ont des équipes, ils ont des savoir-faire en interne qui permettent vraiment à tout type de structure soit d'implanter une activité là-bas, soit de sous-traiter une partie de son activité, mais ils sont vraiment à l'écoute des nouveaux projets et n'hésitez pas à faire appel à eux parce qu'ils sont vraiment dans une phase qui est pour eux pas facile parce qu'ils ont
toujours le même nombre de travailleurs à accompagner vers l'emploi, mais les subventions et les activités étant de moins en moins importantes, nous, concrètement, quand on visite des ESAT encore aujourd'hui, ils jouent au Uno ou aux jeux de société parce qu'ils n'ont pas assez d'activités. Donc, nous, le modèle, c'est vraiment de venir pallier ce manque d'activité dans certains ESAT. Donc, nous, on s'installe chez eux et on les forme sur une activité qu'on a rendue le plus accessible possible. Donc, on a adapté tous les process d'une industrie agroalimentaire en prenant en compte les différents handicaps qu'il peut y avoir dans un ESAT. Donc, on a rendu tout très visuel. Il y a des systèmes de gommettes, de photos. Les machines qu'on choisit sont ergonomiques, sont peu bruyantes. Voilà, on essaye vraiment de co-construire avec les psychologues, les ergothérapeutes et les moniteurs sur place pour que chacun puisse s'épanouir et être formé rapidement sur l'activité. Et après, le modèle économique, finalement, il est assez simple. Ça reste on fabrique des biscuits qu'on vend. Aujourd'hui, on vend au réseau bio, aux hôtels-restaurants, à la SNCF. En gros, on vend nos biscuits comme n'importe quel biscuitier industriel. Et la rentabilité est amenée par la vente des biscuits sur laquelle on prend une marge qui est du coup partagée. Le partage de valeur se fait entre les AT et nous, la structure, pour déployer le modèle. Et du coup, dans l'essaimage, ça va être cette même logique de nous installer dans d'autres régions pour implanter l'activité dans un ESAT du territoire qui revalorisera les invendus de ce même territoire pour commercialiser en local, pour vraiment qu'on crée plein de petites unités partout en France pour avoir la force de frappe d'un gros industriel, mais à travers ce maillage d'ateliers locaux et qui chacun a un réel impact social et environnemental sur son territoire. Merci Katia. Donc, je retiens que les ESAT finalement sont agiles et qu'ils ont du besoin. Donc, super. Et la duplicabilité, pardon, via un peu d'une multiplication de circuits courts dans les territoires. Super. Merci beaucoup, Katia. Je propose maintenant qu'on passe à Sandrine, Sandrine Sicard. Donc, Sandrine, tu es en charge des RH pour le Ninkasi, qui est bien connu des Lyonnais, peut-être pas du reste de la population française pour le moment. Est-ce que tu peux aussi te présenter à ton tour, présenter rapidement aussi Ninkasi et nous expliquer l'initiative de recrutement qui a été récompensée par le jury de cette seconde édition du Grand Prix? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'à Lyon, on ne nous présente plus. Donc, le Ninkasi est une véritable institution lyonnaise, hein. On est producteur de bière et de spiritueux. Et on a également des établissements de restauration qui sont des établissements conviviaux et chaleureux. Donc, on dit au Ninkasi des lieux de brassage, puisque l'objectif est de brasser toutes les cultures, tant chez nos clients que parmi nos collaborateurs. Donc le recrutement alors inclusif, c'est quelque chose qui est l'essence même du Ninkasi. Après le Covid, on a ressenti le besoin d'aller plus loin. Donc on a vraiment souhaité accélérer on va dire cette diversité. Alors je rejoins Katia, c'est vrai que les ESAT nous accompagnent beaucoup sur des recrutements, mais des recrutements isolés. Et là, on a eu vraiment envie en 2022 de mener des projets plus volumineux et ça s'est concrétisé de 3 façons différentes. Donc on a pris contact. Alors on a effectivement un réseau également de partenaires assez dense et de qualité. Donc on s'est rapproché de l'association Weavers pour recruter des personnes exilées et réfugiées. Donc c'était un public qui nous touche beaucoup et on avait vraiment envie au Ninkasi de pouvoir contribuer à faciliter l'intégration de personnes qui ont perdu leurs repères, qui ont besoin de se reconstruire. Donc on a avec l'association, on a fait un CARED. Donc financé par la région, donc de 450 heures, 12 personnes recrutées que l'on ne connaissait pas, qu'on a découvert, et sur ces 12 personnes, donc 6 personnes sont allées au bout de la formation et on a recruté les 6. Le second projet, ça a été un projet pour recruter des personnes en situation de handicap, également de manière un peu plus en nombre, puisque les ESAT nous permettaient de recruter une personne de temps à autre. Donc là, on a fait des sessions de formation en situation de travail avec HandiWork, des personnes recrutées par Clive by Randstad, qui est une entreprise adaptée de travail temporaire. Donc également une découverte totale, puisqu'on découvre les stagiaires que le premier jour de la formation. Et donc là, ces formations, donc, ce sont des parcours de 6 semaines dans nos établissements de restauration.
Donc, en immersion totale, en situation de travail, donc pas de formation, il n'y a que 3 jours théoriques, et ça aboutit à 90% des recrutements. Donc, sur les 10 personnes, on en a recruté 9. Donc là, on vient de terminer la 3e session de formation qui a abouti également au recrutement de la majorité des participants, à l'exception d'une personne. Le 3e projet, donc là, c'est un projet pour lequel on est venu nous chercher et on a été très heureux de répondre présent. C'était dans le cadre du projet PICAFest, commandité par la DRETS pour promulguer la FEST au sein donc, des entreprises, mais aussi de France Travail maintenant. Donc c'est France Travail qui est venu nous chercher et donc on a dit go, on y va. Enfin voilà, on s'est formé, on a très rapidement donc construit un programme donc de formation en situation de travail et on a pu intégrer, alors former 45, enfin, presque une quarantaine de demandeurs d'emploi et on en a recruté une trentaine. Donc 3 projets qui ont monopolisé les équipes, qui ont mobilisé les équipes aussi, qui ont vraiment abouti à des recrutements qui étaient facilités par notre activité, puisqu'en restauration, on a effectivement une pénibilité de recrutement, mais qui ont répondu entièrement aux attentes des équipes et à ce souci de travailler l'inclusion et d'accélérer le mouvement. Merci Sandrine. Peut-être pour revenir un peu sur les chiffres, parce que c'est ce qui aussi a beaucoup marqué le jury. Sur 1 an et demi, l'INCASI a recruté 47 personnes parmi les 3 programmes et publics que tu as cités. Tout à fait. Et donc, je rappelle que l'INCASI, c'est 320 collaborateurs. Donc, ça veut dire que ces embauches, elles représentent 15% des salariés sur 1 an et demi. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on a eu peu de dossiers qui étaient aussi impactants dans la part dans l'échelle finalement avec laquelle c'est mis en place. La question que j'ai envie de poser, parce qu'on le voit aussi beaucoup en entreprise, c'est l'après. C'est une fois qu'elles sont recrutées, comment est-ce que on s'assure que la greffe, elle prend avec ces nouveaux recrutements issus de la diversité? Comment on s'assure que ça fonctionne et qu'elles sont bien incluses aussi dans la durée? Alors, on a au Ninkasi une culture de l'entretien et de l'accompagnement des collaborateurs qui est assez poussée, donc encore plus poussée avec ses collaborateurs. Donc, chaque collaborateur a un entretien d'1 heure avec son manager tous les mois. Donc là, on a vraiment, on entoure bien chaque collaborateur pour ne pas cerner que sa problématique professionnelle. Donc, il y a déjà l'évolution, bien sûr, professionnelle et l'adaptation au poste, mais il y a aussi tout l'environnement. Est-ce que la personne est au bon endroit? Est-ce qu'il faut la changer d'établissement? Est-ce qu'elle est avec le bon manager? Est-ce qu'elle est logée dans de bonnes conditions? Donc, c'est vrai qu'on s'est vraiment assuré à accompagner le collaborateur et nos managers le font déjà pour leurs collaborateurs. Donc, c'est quelque chose qui a été naturel et qui a été amplifié, accompagné par le service RH lorsqu'il y avait besoin de formation ou d'appui auprès d'Action Logement pour favoriser donc l'action à logement décent. Donc, on a été encore plus loin avec ces collaborateurs-là. Mais c'est culturel chez nous. Donc et du coup, c'est vrai que merci encore, Fabien, parce que c'est vrai que le fait de nous avoir, aujourd'hui, c'est comme c'est culturel dans l'entreprise, on ne s'est pas rendu compte que ces chiffres étaient aussi exceptionnels et on est très heureux d'avoir reçu ce prix. Merci Sandrine. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi le côté, vous essayez de vous assurer qu'il n'y ait pas des freins, ce qu'on appelle les freins périphériques. Tu parlais du logement, Oui. pour s'assurer que les personnes aussi, elles tiennent dans Dans l'emploi le et temps. dans leur insertion ou réinsertion ou inclusion. Super. Et puis, tu en parlais aussi un peu au début, il y a aussi eu des gros travails d'accompagnement. En fait, dans la partie stage, dans les équipes, ça permet aussi déjà de préparer l'arrivée et l'après quand on sort du programme. Et est-ce qu'il y a eu aussi un peu de médiation, peut-être par les partenaires, pour s'assurer que tout le monde se comprenait bien? Je pense notamment aux personnes avec un handicap ou aux personnes réfugiées, ou pas spécialement? Pas forcément. Alors on a énormément communiqué puisque c'était des sujets qui étaient évoqués en séminaire sur ces projets qu'on allait mettre en place et du coup on s'est assuré de l'adhésion de tous. Donc on a Ok, suivi, voilà. on a un service de communication qui a filmé, qui a fait des vidéos, qui a mis des images en fait sur les stagiaires, des noms, enfin des visages en fait. Et bon, par exemple pour notre restaurant historique Gerland, qui est un peu la cantine, un peu
des services supports. Et c'est vrai que tous les midis, chacun avait à cœur de voir la progression des stagiaires qui venaient nous servir. Donc c'était vraiment une implication de tous, et l'objectif c'était vraiment d'embarquer tout le monde. Donc tout le monde connaissait les stagiaires, leur histoire, leurs projets, et a à cœur aujourd'hui de suivre aussi la progression. On a de belles évolutions professionnelles aussi pour certains. Donc voilà, on communique beaucoup sur les réussites aussi dans l'entreprise. Super. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton partage. Merci. Et bravo, alors, il y a beaucoup de commentaires. J'ai l'impression qu'il y a des Lyonnais quand même pas mal dans l'assistance qui soutiennent le fait que c'est en effet très, très divers dans les établissements du Ninkasi. Merci pour vos réactions. Je voulais passer maintenant à Annelise. Donc, merci Annelise de ta présence. Merci. AXA France a été récompensé du coup lors du Grand Prix Diversité 2023 pour l'initiative l'audace n'a pas d'âge. Ah pardon, j'avais une autre question avant ça. C'était plutôt déjà que tu te présentes et que tu nous racontes et que parce que AXA fait une politique de diversité et inclusion depuis des années, voire décennies. Est-ce que tu peux, en te présentant, nous raconter un peu aussi où vous en êtes et quelle est la feuille de route d'AXA en France sur tous les sujets de diversité et inclusion, ce qui nous permettra de mieux comprendre comment l'initiative lauréate s'intègre dans votre stratégie? Volontiers, et c'est un plaisir d'échanger avec d'autres entreprises qui sont représentées, parce que je trouve qu'on est tous très complémentaires. On illustre bien la diversité des entreprises en France. Donc moi, je suis directrice de la diversité et inclusion pour AXA France. Je préside aussi le comité handicap de France Assureur. Donc j'ai plusieurs casquettes engagées en France en faveur de l'inclusion. Et ce que je peux dire pour AXA France, c'est que l'inclusion, c'est vraiment dans notre ADN. Ça fait 30 ans qu'AXA France porte des politiques au plus haut niveau, hein. Ça a commencé avec Claude Bébéar, qui a été en 2004 l'architecte de la Charte de la diversité. Notre premier accord d'entreprise de 1994 sur le handicap. Donc, bref, chez AXA France, l'inclusion, la diversité, ce que je peux dire, c'est que ce sont des engagements qui sont pris au plus haut niveau de l'entreprise, qui s'inscrivent soit dans le dialogue social, dans des accords d'entreprise, soit dans la signature de chartes, d'engagements, de politiques portées aussi par notre groupe, hein, présent dans le monde entier. Et concrètement, l'objectif, c'est de veiller à l'inclusion, à l'équité pour tout le monde, pour tous nos collaborateurs. On est 13 500 chez AXA France. Ça passe par quoi? Ça passe par des engagements de former. Donc là, depuis 2020, on a formé près de 16 000 personnes sur des comportements inclusifs. On vient de former toute notre fonction RH avec une formation unique sur le marché qui s'appelle RH Inclusive. C'est une formation de près de 9 heures. L'objectif, c'est vraiment de veiller à ce que la fonction RH soit gardien du temple de l'inclusion chez AXA France. Et au-delà de ça, on a 5 piliers stratégiques qui ne sont pas exclusifs, mais qui illustrent vraiment nos priorités en matière d'inclusion. Le premier pilier, c'est le genre. Depuis 2006, on a des accords d'entreprise. Là, on a des écarts de salaire qui sont au niveau le plus fin de la fonction à hauteur de 0,96%. Donc, moins de 1% d'écart. On a 45% de femmes parmi nos dirigeants. On était à 18% en 2006. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une grosse entreprise comme la nôtre, si on veut faire bouger les lignes, c'est des engagements qui sont pris dans la durée et suivis de manière très régulière. C'est ça ce qui marche. Sur le handicap, on a un taux de collaborateurs en situation de handicap de plus de 6%, qui, comme dans une entreprise comme la nôtre, qui recrute en grosse majorité des cadres qui ont un niveau en majorité Bac plus 4, plus 5, c'est assez rare, et on est aussi très engagé en faveur de l'inclusion du handicap. Le multigénérationnel, et notre programme l'audace n'a pas d'âge s'inscrit justement dans ce pilier d'inclusion multigénérationnelle. On a 4 générations représentées chez AXA. Le multiculturel, où là, l'idée, c'est quelle que soit son origine sociale, ethnique ou autre, culturelle, qu'on soit intégré chez AXA France. On a par exemple 15% de nos recrutements issus des quartiers prioritaires de la ville. Et puis, le dernier pilier, c'est LGBT+, l'inclusion LGBT+. Aucune homophobie tolérée chez AXA, pas de transphobie, bien sûr. Et notamment, l'année dernière, un gros axe sur l'invisibilité, comment lutter contre l'invisibilité des lesbiennes, ce qui reste un sujet sur lequel on doit continuer à progresser. Voilà en synthèse notre politique qu'on mesure dans la durée. Merci beaucoup, Annelise. On voit que c'est un plan très complet et qui existe déjà depuis plusieurs années. Merci pour le partage. Alors maintenant, je voulais qu'on se concentre du coup sur l'initiative L'audace n'a pas d'âge que l'on voit sur ton beau fond d'écran. En fait, les seniors en France, selon l'INSEE,
en 2021, il y a 16% des personnes âgées de 55 à 69 ans qui ne sont ni en emploi ni à la retraite. Et cette part, elle augmente dès qu'on se rapproche de l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite. Et en fait, on est à 28% des seniors de 61 ans qui ne sont ni en emploi ni en retraite. Et dans votre dossier, tu disais, voilà, chez AXA, vous avez 40% de vos effectifs qui ont plus de 50 ans. Donc, ça fait plus de 5000 personnes. Donc, c'est en effet assez... on va dire que c'est un plan qui doit avoir de l'impact. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, pourquoi c'est important d'adresser cet enjeu et les actions que vous avez mises en place avec le programme l'Audace n'a pas d'âge? Volontiers, ouais, tu le soulignes, 40% de nos effectifs qui ont 50 ans et plus, c'est une proportion énorme parmi nos collaborateurs. Donc pour nous, avoir des collaborateurs de 50 ans et plus qui soient engagés, inclus, qui se sentent bien chez AXA, c'est un enjeu majeur de performance. Donc développer leurs compétences, leur employabilité, c'est vraiment un enjeu de performance, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 62 ans et demi chez AXA France. Avec la réforme des retraites, ça veut dire qu'on va avoir à 50 ans des collaborateurs qui ont encore une longue carrière possible chez nous, sachant que le turnover globalement est faible et que nos collaborateurs aiment globalement rester longtemps chez AXA. Donc, bref, développer l'employabilité, c'est une condition sine qua non de performance. Et puis, c'est aussi un enjeu de responsabilité sociétale. En France, on sait qu'en 2050, un Français sur 3 devrait être âgé de 65 ans et plus. C'est en lien avec ce que tu disais. Et on sait, selon les études, beaucoup d'études montrent que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc, veiller à accompagner nos collaborateurs jusqu'à la retraite, à ce qu'ils développent leur employabilité, qu'ils continuent à avoir un job qui les nourrisse et les accompagner aussi à bien vieillir, à protéger leur santé pour qu'ils soient des retraités heureux et en bonne santé, c'est juste essentiel. C'est une vraie responsabilité sociétale d'entreprise. Et puis pour nous, je parlais de notre politique d'inclusion, c'est un enjeu majeur d'inclusion. On souhaite, et on le sait en plus aujourd'hui, les attentes des collaborateurs, d'ailleurs on ne parle pas de seniors parce qu'à 50 ans, on considère qu'on est super jeune et beaucoup de collaborateurs nous ont dit arrêtez de dire qu'on est senior dès 50 ans. Il faut qu'on s'adapte, il faut que les collaborateurs, quel que soit leur âge, se sentent inclus et acceptés comme ils sont chez AXA France, c'est un enjeu majeur. Alors, ce programme, on l'a lancé parce que on a eu des feedbacks de collaborateurs. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est récente chez AXA France et vous nous l'avez dit, d'ailleurs le jury, c'était super intéressant, que peu d'entreprises se sont encore mobilisées sur le sujet de l'âge et des 50 ans et plus. Et nous, on mène une enquête chaque année sur la perception du niveau d'inclusion de nos collaborateurs. Donc, c'est une enquête qu'on déploie dans le monde entier. Et il y a 2 ans, on a eu beaucoup de feedback de collaborateurs nous disant, voilà, passé la cinquantaine, chez AXA France, on a l'impression qu'on n'a plus de perspective d'évolution. On entend des commentaires non inclusifs du type « j'ai appris, j'étais senior avant d'avoir 50 ans ». Pour ce poste, nous recherchons des candidats jeunes et dynamiques. Vous vous débrouillez bien avec les outils numériques pour votre âge. Et bref, ces stéréotypes, ces propos maladroits illustrent d'ailleurs ce qu'on entend plus largement dans la société française. Et le rapport de Sophie Bellon de 2020 montrait que c'est finalement l'existence de ces stéréotypes qui rendent les seniors, entre guillemets, moins productifs et non le contraire. Donc, on a bien compris qu'on avait un gros enjeu chez AXA France de travailler sur les stéréotypes liés à l'âge. Et puis en parallèle, j'ai mené avec mes collègues une analyse pour comprendre si on avait un sujet d'équité, une analyse objective, très factuelle pour comprendre comment est-ce qu'on traite les 50 ans et plus chez AXA France. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils continuent à être augmentés chez nous. Ils sont globalement d'ailleurs bien positionnés en termes de rémunération par rapport aux pratiques de marché. Ils bénéficient aussi de promotions. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il peut y avoir une perception que ce n'est pas le cas, mais si on a bien vérifié, il n'y a pas de sujet. Il bénéficie aussi de nombreux dispositifs pour concilier la vie pro et la vie perso. Et ça, c'est une attente qu'on a à tout âge, quel que soit son âge. Ça peut être par exemple de la souplesse dans l'organisation du travail, des formules de temps partiel, des autorisations d'absence pour les salariés qui sont aidants. Bref, on veille à ce qu'à leur âge, y compris les 50 ans et plus, ils puissent bénéficier de ces formules pour concilier vie pro-perso.
réseau. Et puis, ils continuent à être formés. On a plus de 90% de nos collaborateurs de 50 ans et plus qui suivent des formations non obligatoires. Je dis bien non obligatoires chaque France. Et ça, c'est super important pour développer son employabilité. Bon, une fois qu'on a vu ça, ce sont des chiffres positifs. On s'est rendu compte que le taux de mobilité des collaborateurs de 50 ans et plus chez nous était un peu inférieur. Il était de 7% à fin 2022, 10% pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, pour développer son employabilité, il y a deux jambes, hein, la formation et la mobilité. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille davantage sur la mobilité. Alors, on a lancé notre programme L'Audace n'a pas d'âge. C'est quoi ce programme, L'Audace n'a pas d'âge? On a vraiment pris en compte tous les feedbacks qu'on avait reçus, cette analyse très objective de notre situation chez AXA France. Et concrètement, on a rejoint le Club Landois. Pour ceux qui ne connaissent pas le Club Landois, c'est un think tank qui est dédié à la révolution démographique. Et on a signé une charte d'engagement avec aujourd'hui, je pense, plus de 50 entreprises qui l'ont signée. Une charte d'engagement sur l'emploi des 50 ans et plus qui nous engage à partager nos bonnes pratiques et puis à progresser. Ensuite, on a lancé une campagne de communication interne qui a très bien marché auprès de nos collaborateurs, qui s'appuie sur des verbatims réels. Donc, par exemple, celui que je mentionnais tout à l'heure en préambule. Pour ce poste, nous cherchons des candidats jeunes et dynamiques, sauf qu'on a barré de manière très explicite le mot jeune, en gardant qu'on cherche juste des candidats dynamiques. Quel que soit l'âge, on veut des candidats qui soient dynamiques. Et cette campagne, elle fait beaucoup d'écho, elle est très visible en interne et elle contribue à tuer les stéréotypes. Troisièmement, on a lancé une série de podcasts qui s'appelle aussi L'Audace n'a pas d'âge avec Bayard, avec des témoignages de célébrités qui ont passé la cinquantaine et qui montrent que passé 50 ans, que ce soit David Douillet, la grande Sophie, Thierry Marx et j'en passe, on peut continuer à avoir plein de projets, à évoluer, à changer de job, à se former. Et l'idée, notre objectif, et ces podcasts, vous y avez tous accès sur YouTube ou sur notre plateforme Ocha, ils sont en open source parce qu'on veut qu'un maximum d'entreprises, d'administrations, bref, d'associations s'en saisissent parce qu'on sait que les stéréotypes liés à l'âge, ils ne sont pas seulement chez AXA France, ils sont dans toute la société française. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Et puis, on l'a lancé, hein, notre programme L'Audace n'a pas d'âge, avec tout notre comité exécutif, on a invité tous nos collaborateurs et on a communiqué de manière très, très transparente sur les données objectives que je partageais tout à l'heure. Chez nous, combien de collaborateurs sont augmentés, quel que soit leur âge, combien sont formés. Ça, c'est très important parce que pour tuer des perceptions ou pour créer de la confiance, il faut absolument partager des données objectives. Et puis, enfin, on sait que sur la mobilité, on doit progresser. Donc, on est en train de tester des ateliers de développement collectif, des entretiens RH sur mesure pour encourager les collaborateurs qui ont 50 ans et plus et qui en auraient besoin à se mettre en mobilité avec un accompagnement adapté. Alors, en synthèse, notre résultat, on est au début de l'aventure, mais ce qu'on trouve très positif, c'est que dans notre baromètre interne là, de mesure de la perception du niveau d'inclusion, lors du dernier baromètre de septembre dernier, on a gagné 10 points sur la perception du niveau d'inclusion des collaborateurs dits un peu plus seniors. Donc, ça nous engage à progresser, puis on est aussi hyper fiers d'avoir gagné ce grand prix. Et on espère que ça incitera beaucoup d'autres entreprises à s'attaquer à ce sujet qui est vraiment important en France. Voilà, Merci en quelques beaucoup, mots. Annelise. Voilà, des données, une analyse de données précises et communiquées en transparence, une campagne de communication pour interpeller et casser les stéréotypes, renforcée par les podcasts qui concluent, qui détricotent, on va dire aussi, ce format d'interview, et puis des accompagnements spécifiques pour ceux qui en ont besoin. Écoute, merci beaucoup, programme très complet sur en effet un sujet qui est encore assez peu traité dans les entreprises. Merci pour ton partage. Et je voulais maintenant passer à notre quatrième invitée, Alice, du cabinet d'avocats Allen & Overy France. Alice, peux-tu également te présenter ainsi que le cabinet, nous expliquer l'initiative lauréate du Grand Prix L'égal à égal? Oui, bien sûr, merci. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Alice Boulier-Debranche. Je travaille à la direction des ressources humaines du cabinet Allen & Overy au bureau de Paris. Donc, je travaille à la direction des ressources humaines depuis plus de 10 ans sur différents sujets liés aux ressources humaines, comme la gestion de la performance, l'accompagnement des talents, les politiques de rémunération et tout ce qui a trait à la diversité et l'inclusion. Parce que Allen & Overy
se positionne comme un acteur sur le secteur juridique qui lutte contre les inégalités et qui veille à l'inclusion sur le marché juridique, étant au niveau local en France qu'au niveau international. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé en 2020 le programme L'égal à égal, qui est un programme de stage proposé aux étudiants en droit en situation de handicap. En fait, on est parti d'un double constat, qui est que les étudiants en droit en situation de handicap rencontraient tout au long de leur parcours académique de nombreuses difficultés et que le sujet, la question du handicap était souvent négligée et peu à l'ordre du jour dans les différentes initiatives d'I&I des différents cabinets d'avocats. Donc, pour répondre à ce manque, on a mis en place le programme L'égal à égal, qui est en fait un programme de stage clé en main qui propose aux étudiants en situation de handicap de droit d'effectuer un stage, qui offre la possibilité de faire 2 stages. Le premier au sein de l'une de nos équipes juridiques et l'un de nos départements juridiques, et un second stage au sein d'une direction juridique de l'un de nos clients qui est partenaire du programme. Et donc parmi nos partenaires, on a Bank of America, Chanel, Total Energy, BNPP et L'Oréal. Et donc, à travers ce programme, les étudiants, ça permet aux étudiants d'éviter de multiplier les candidatures et aussi et surtout d'éviter de devoir sans cesse devoir expliquer le handicap qu'ils ont et surtout l'aménagement dont ils ont besoin. Et en fait, au cours de ces 2 stages, ils sont en immersion au sein des équipes, en cabinet d'avocat et au sein d'une direction juridique. Et donc, ils travaillent directement avec les collaborateurs et découvrent ils réalisent leur stage comme ils devraient le réaliser. Et en fait, depuis le lancement de ce programme, on a accueilli une vingtaine d'étudiants et on est en train de commencer les premières embauches. Merci Alice. Donc en effet, vous permettez aussi de lever les freins finalement au recrutement en stage ou en emploi de ces personnes, aussi pour tous vos clients et vos partenaires. Et c'est un beau projet d'écosystème. Ça a aussi beaucoup plu au jury. Est-ce que vous faites aussi d'autres choses en dehors de cette initiative avec, je crois, Droit comme un H d'ailleurs, il me semble que c'est votre association, voilà, partenaire. Tout à fait. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous faites sur un cabinet de votre taille pour en faire un cabinet inclusif voilà, qu'est-ce qui se fait sur des équipes à taille, je crois que vous êtes une centaine de collaborateurs? Ouais. Comment on Oui, on avance? est une centaine d'avocats, une centaine de salariés. Donc oui, tout à fait. C'est-à-dire que Allen & Overy œuvre vraiment pour créer un espace, un lieu de travail inclusif. Et donc, on a différentes initiatives sur les différents volets et pas que sur celui du handicap. C'est-à-dire qu'on propose aussi des initiatives et des programmes sur l'égalité des chances, la diversité sociale, l'inclusion des personnes LGBT, et puis l'équité homme-femme. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques exemples de certains de nos programmes. On a le programme Premier Pas, qui, en fait, on est parti du constat que les étudiants les étudiants n'avaient pas tous la même chance d'avoir accès au milieu juridique, au stage et même aux collaborations dans les cabinets d'avocats. Alors, c'était dû soit par manque de connaissanses, soit par lié à leur petit réseau professionnel, ou aussi parfois c'est parce qu'ils étaient, selon là où ils habitaient, ils étaient loin des centres économiques et donc ils n'étaient pas informés ou ils étaient trop loin des grands cabinets. Et donc, on a mis en place un programme qui propose donc aux étudiants des banlieues ou de province. On les invite, en fait, on leur propose un stage d'1 mois au sein de nos équipes, de toutes les équipes, pour leur faire découvrir les différents métiers de droit qu'on exerce. Et on leur fait également, ils ont la possibilité de faire un stage aussi chez l'un de nos clients partenaires pour découvrir comment
ça se passe au sein d'une direction juridique. Et puis, on est en train de mettre en place quelque chose pour qu'ils puissent partir aussi dans l'un de nos bureaux, mais à l'étranger. Donc là, c'est vraiment pour essayer de faciliter l'accès à la connaissance et surtout essayer de les aider à développer leur réseau. On a aussi le programme, on a une bourse égalité des chances qu'on a mis en place avec l'école de droit de Sciences Po. Et donc là, cette bourse, elle vise à apporter le soutien à un étudiant. Alors, le soutien de deux types. C'est-à-dire qu'il y a un soutien financier avec la prise en charge de ses études et un soutien financier et humain dans la conception et dans la réalisation, dans le déploiement d'un projet qu'il aurait constitué, un projet diversité et inclusion. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est la troisième année qu'on fait la troisième année qu'on fait cette bourse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne des étudiants qui ont des projets liés à l'égalité homme-femme, des projets sur l'accès aux droits et des projets pour aider les réfugiés ukrainiens et russes en France. On a aussi un programme qui vise à faciliter l'inclusion des grands sportifs dans le milieu juridique. C'est-à-dire qu'on a accueilli un joueur de rugby du Stade français, qui était en M2 en stage chez nous. Et donc, on a fait en sorte qu'il puisse effectuer son stage, poursuivre ses études et en même temps effectuer ses entraînements au Stade français. On a aussi un programme d'accompagnement en fait de nos talents féminins. Donc ça, on fait suivre à nos collaboratrices le programme Springboard, qui est un programme de leadership féminin où elles travaillent donc sur tout ce qui est leadership et ce qui permet aussi à ces collaboratrices après de créer un réseau en interne où elles partagent les best practices et c'est vraiment un réseau très important, très fort sur lequel elles s'appuient énormément. Et puis un dernier exemple. En fait, on a re-signé la charte d'engagement de l'autre cercle pour en fait montrer notre engagement vis-à-vis des populations LGBT. Merci pour tous ces exemples. Alice, ça montre bien qu'en effet, on n'a pas besoin forcément d'être une multinationale à plus de 1000 salariés pour faire des choses diverses et variées et qui fonctionnent. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Alors, je voulais qu'on garde des questions pour les questions du temps, pour les questions du chat et les questions qu'on a reçues aussi un peu en amont dans le formulaire. Je voulais quand même vous poser deux petites questions si vous êtes OK pour les prendre rapidement. J'ai une première question pour Sandrine et Alice. On sait que pour faire avancer en fait les sujets en entreprise, diversité et inclusion, il est essentiel d'avoir l'engagement des dirigeants et des dirigeants au plus haut niveau. Quelles sont vos expériences dans vos organisations? Est-ce que vous avez des conseils à partager avec ceux qui nous écoutent de façon très synthétique, si possible? Qu'est-ce qui veut commencer, Sandrine? Oui, alors c'est vrai que nous avons la particularité d'avoir notre président fondateur, Christophe Fargier, donc bienvenue à Lyon également, autant que le Ninkasi, qui est extrêmement inspirant et qui est un véritable humaniste. Donc les valeurs du Ninkasi, elles sont écrites, je dirais même dans les fondations du Ninkasi, et elles sont on va dire, véhiculé, vécu tous les jours par l'ensemble des collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a 25 ans d'histoire, on a des principes comportementaux qui sont affichés. Ces principes comportementaux illustrent nos valeurs, qui sont la diversité, l'authenticité, la proximité et la convivialité. Et ces principes ont été illustrés par les collaborateurs en séminaire, et c'est eux qui les ont écrits et qui ont écrit les histoires, qui ont raconté les histoires inclusives qu'ils avaient vécues. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de prouver ce que l'on fait. Enfin, ce sont les collaborateurs qui le racontent. Et donc, c'est vraiment extrêmement riche. Et je pense qu'effectivement, enfin, cette facilité aujourd'hui d'intégrer des personnes, quelle que soit leur situation, elle est liée à ce terreau qui a rendu, qui, grâce à cette maturité, rend cela très, très simple aujourd'hui chez nous. Donc, c'est porté par Christophe au quotidien. Donc, il intègre tous les nouveaux collaborateurs à la fin de la période d'essai. Donc, il passe une
une demi-journée en formation avec chacun. On fait des happy birthday, donc tous les mois, il invite à déjeuner les personnes qui sont nées sur ce mois-là et il rappelle nos valeurs en permanence. Donc sa présence, elle est inspirante et je pense que c'est une des clés du succès effectivement de cette politique inclusive et je dirais même de diversité en fait et de brassage. Merci Sandrine. Alice, est-ce qu'il y a quelque chose à partager sur comment ça se passe chez vous? Oui, alors moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est de montrer l'intérêt d'accompagner, de poursuivre nos initiatives en DE&I à nos dirigeants, en leur expliquant que ce n'est pas uniquement une posture à la mode, mais qu'ils ont vraiment un intérêt à être impliqués dans ces initiatives. Il y a un intérêt business, c'est-à-dire que souvent, nos clients, les clients de l'organisation sont aussi intéressés pour mettre en place ces initiatives et du coup, ça facilite, ça permet d'avoir de meilleures relations avec nos clients. Donc ça, c'est un intérêt business important. Et puis, il y a aussi l'intérêt pour l'organisation. C'est-à-dire que on sait qu'une entreprise plus diverse, elle est plus performante. Et puis, on sait que lorsqu'il y a une politique D&I au sein d'une organisation, les collaborateurs, alors déjà, les candidats ont plus envie de rejoindre ce type d'organisation. Et puis, les candidats, il y a une certaine loyauté qui est développée, il y a une certaine solidarité. Donc, en fait, moi, ce que je dirais, c'est surtout démontrer aux dirigeants l'intérêt qu'ils peuvent percevoir en accompagnant chacune de ces initiatives. Merci pour ce partage. Et la deuxième question avant les questions du chat, c'est qu'on démarre souvent dans les entreprises en mode un peu pilote, petit programme. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Alors pour Katia, comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Pour Annelise, c'est comment est-ce qu'on passe aussi à l'échelle, mais en interne, en s'assurant qu'on embarque un maximum de personnes. Est-ce que Katia, tu veux commencer à répondre à cette question? Le passage à l'échelle. Avec plaisir. Donc nous, on est quand même une jeune structure, la plus jeune des 4 intervenants, mais on est au début de l'histoire, mais on sent qu'on a de belles perspectives. Et nous, le changement d'échelle, il est porté par 2 axes. Le premier, c'est l'essaimage et se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire à Nantes, donc en quelques chiffres, sur une année, on sauve 120 000 baguettes de pain sur un atelier et on forme 30 personnes handicapées sur le métier de biscuitier. Donc l'idée, c'est de créer plein d'ateliers qui chacun vont venir cumuler ces impacts sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est le premier axe, c'est vraiment dupliquer le modèle sur d'autres territoires en France. Et c'est ce qu'on projette de faire dès cette année, dès 2024. Et l'autre manière aussi de passer à l'échelle, c'est d'embarquer des gros acteurs de l'alimentaire dans l'aventure. On s'est assez vite dit avec mes associés que si on voulait faire évoluer les mentalités et les pratiques, il fallait qu'on soit là où 80% des gens font leurs courses et qu'on puisse vraiment prendre la parole auprès du grand public sur les enjeux du handicap et de la lutte contre le gaspillage. Donc, depuis quelques mois, on a embarqué la grande distribution dans notre schéma circulaire et solidaire, dans le sens où c'est leurs invendus de pain qu'on collecte, qu'on transforme en biscuits et qu'on revend chez eux. Et ça nous permet déjà vraiment de les embarquer dans l'aventure et pas seulement d'avoir une relation client-fournisseur, mais c'est vraiment des partenaires. Ils jouent le jeu et ils sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et même si c'est des enseignes qui n'ont pas toujours bonne presse, ils sont tellement gros et tellement impactants que dès qu'eux font bouger le curseur, ça emmène toute l'économie avec et tous les impacts que ça peut maximiser. Donc, depuis quelques mois, on a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Etoc, qui est vraiment en partenariat avec, pour l'instant, Leclerc, Intermarché et Carrefour, mais qui a pour but à travers eux, vraiment d'aller faire ce passage à l'échelle et d'être présent partout en France à travers le relais de leur magasin. Donc, intégrer les parties prenantes et s'intégrer dans l'écosystème pour faire bouger tout le monde avec vous. Super. Bouger les gros. Merci beaucoup, Katia. Annelise, est-ce que tu as un éclairage aussi sur, tu disais, il y a 13 000 collaborateurs chez AXA. Comment est-ce qu'on arrive à faire essaimer et infuser des projets comme l'Audace n'a pas d'âge? Alors moi, je suggérerais volontiers de partir de business case pour parler à des dirigeants. En fait, il faut influencer vos comités exécutifs ou les dirigeants. Et ça part à la fois par des analyses très objectives et spécifiques de votre situation. Et la situation d'AXA France, ce ne sera pas la même que la vôtre. Donc, où est-ce qu'il y a un vrai business case? Et ça, c'est à la fois en vous appuyant sur des données tangibles, une vraie analyse. Et en RH, on doit être, je pense, data-driven en bon français. C'est important. Mais aussi avec le feedback des collaborateurs. Plus vous appuierez sur des feedbacks des collaborateurs qui parfois touchent au cœur et font bouger les lignes, plus vous serez musclé et vous pourrez faire bouger les lignes. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, on peut faire bouger les lignes.
Je partage complètement. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos réponses à mes questions. Est-ce que, Adrien, on a des questions qu'on a reçues en amont ou dans le chat? Oui, On pourrait prendre. en effet, on a des questions. Alors, vous aviez la possibilité, lorsque vous vous êtes inscrit, de poser vos questions directement à nos invités. Alors, une question qui est revenue de nombreuses fois et qu'on va adresser tour à tour à chacune de nos 4 invités, si vous le souhaitez bien, c'est qu'est-ce que l'obtention du Grand Prix Diversité et Inclusion a changé dans vos entreprises? Est-ce que vous avez senti un changement dans la perception de l'entreprise ou de votre écosystème, peut-être de vos clients? Qu'est-ce qui a changé depuis la remise de ce prix? Qui veut commencer? Katia, par exemple? Volontiers. Donc nous, ça a été un vrai beau coup de projecteur d'avoir eu ce prix en novembre dernier. En plus, à quelques jours de la semaine du handicap, donc c'était vraiment un tremplin pour rendre visible la démarche à quelques jours de ce temps fort. Donc ça a été vraiment un coup de projecteur qui nous a rendu visibles de nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs de la diversité et de l'inclusion ou de nouveaux grands groupes avec qui on n'était pas du tout en lien et qui nous ont fait intervenir dans le cadre de la semaine du handicap. Donc les effets ont été assez immédiats parce que quelques jours après, on était chez L'Oréal, chez Radio France et chez d'autres partenaires pour expliquer la démarche et essayer de faire bouger les lignes dans ces grands groupes. Et puis on sent que c'est de la crédibilité, de la caution que d'avoir ce prix qui rassure nos partenaires, qui donne envie aux gens aussi de rejoindre l'aventure. Donc encore merci pour l'organisation de ce prix et pour votre confiance, Adrien et Fabien, parce que c'était un très bon moment et qui nous ouvre de belles perspectives. Donc merci encore. Merci et bravo évidemment à vous. Ce prix, on l'a créé pour ça, pour mettre en lumière ce que les uns font de mieux afin d'inspirer les autres. Alice, est-ce que tu veux partager avec nous comment a été vécu finalement ce Grand Prix Diversité et Inclusion chez Allen & Overy? On avait perdu Alice qui est en train de se reconnecter. Peut-être on peut avoir Sandrine ou Annelise en attendant. Sandrine, oui, alors, vas-y si tu veux. Alors moi, un grand merci. C'est vrai qu'on a vécu un moment extraordinaire. C'est vrai que le fait de venir, enfin d'aller à Paris, de Lyon, donc d'aller à Paris et d'assister à la cérémonie qu'on a trouvée extrêmement inspirante avec des interventions, des discours qui nous ont donné envie d'aller encore plus loin. Donc on a été nous agréablement surpris de l'engouement de nos collaborateurs à suivre la retransmission en direct sur YouTube. Et également nos partenaires. Donc, et toutes les félicitations le lendemain nous ont vraiment confortés. Alors, il y a un bruit de fond, je ne sais pas si c'est... donc, nous ont confortés dans l'idée qu'on était sur la bonne voie et qu'il fallait continuer nos efforts. Donc, encore un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis peut-être Sandrine pour terminer, Annelise pour terminer ce tour. Moi, je dirais beaucoup de fierté en interne et en externe, beaucoup de questions ou de demandes d'intervention pour mieux connaître notre initiative. Donc, je trouve que c'est mission accomplie pour votre Grand Prix. Bravo, parce que l'idée, c'est d'inspirer et d'essaimer. Donc, voilà, en synthèse, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Effectivement, le partage, c'est ce qui est le plus important. On sait comme c'est difficile déjà de faire savoir en interne ce qu'on fait sur ces sujets-là parce qu'on marche sur des œufs. On ne veut pas être attaqué de social washing ou de diversity washing. Donc, on sait que c'est difficile de communiquer dessus. Et ce prix, il est vraiment là pour ça, pour mettre en avant ce qui est fait de mieux. On a eu des questions sur le chat. Peut-être pour Ninkasi, comment faire en sorte que les nouvelles recrues qui sont arrivées, et ils représentent 15% des effectifs en un an, ne soient pas stigmatisées et se sentent vraiment à leur place? Alors, en fait, on ne fait pas de différence. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, comme on a des vidéos qu'on trouve sur les sites internet, qu'il pourrait y avoir une stigmatisation, mais on a au Ninkasi cette culture de l'acceptation de la différence. Donc c'est très naturel. La fragilité, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est admis, qui est accepté au Ninkasi. On considère qu'une cotte de maille, c'est fait de maillons qui parfois sont plus faibles et chacun trouve sa place.
et parfois on est plus faible à certains instants. Donc c'est quelque chose, c'est cette fragilité qui chez nous fonctionne bien. Donc le manager fait le maximum pour accompagner le collaborateur lorsqu'il est en situation de fragilité. Et là, en l'occurrence, on a plutôt eu des personnes qui avaient une fierté, notamment les personnes en situation de handicap, qui se disaient, alors pour les Lyonnais, le Ninkasi a une image très rock'n'roll, et donc c'était une vraie fierté d'intégrer une entreprise dynamique qui bouge avec cette belle culture. Donc plutôt ce sentiment de fierté que de se sentir fragilisé, et avec une équipe bienveillante qui pousse à grandir en fait, et à ne pas être justement faible. Donc, et un processus d'accompagnement et de formation. Donc, nous, en formation, on s'attache toujours à dire aux stagiaires, vous êtes en formation, ne donnez pas tout ce que vous avez, donnez ce que vous pouvez. Vous avez l'occasion de faire vos preuves tout au long ensuite de la période d'intégration. Donc, aussi, nous, un niveau d'exigence un petit peu plus faible, en acceptant que voilà, il y a une fragilité, que celle-ci sera compensée dans le temps. Donc, je pense pas, jamais il ne nous est remonté qu'il y avait une stigmatisation de nos collaborateurs. En tout cas, tu le disais, bienveillance, ça me semble être effectivement un des ingrédients essentiels pour créer un environnement inclusif et avancé. Favorable. Merci beaucoup, merci à toutes les quatre. Je remercie aussi vous toutes et tous qui étiez connectés. J'ai vu de nombreux participants nommés, finalistes aussi. Je pense à l'association Cargo, je vois BNP Paribas avec Rémi Tellu, Isabelle Plévert, les équipes. Merci beaucoup d'avoir participé et de suivre comme ça le Grand Prix. Alors, pour terminer, juste vous rappeler les grands rendez-vous qui vont rythmer notre année chez AFL Diversity. Le jeudi 4 avril, on vous invite toutes et tous à l'UNESCO pour les rencontres du Grand Prix Diversité et Inclusion. On va réunir 400 personnes. Tout l'écosystème autour de la diversité et de l'inclusion pour échanger sur ces sujets passionnants et découvrir les résultats de l'enquête BVA 2024 sur la diversité et l'inclusion. Et on lancera évidemment ce jour-là la 3e édition du Grand Prix Diversité et Inclusion, dont les candidatures donc, seront ouvertes pendant 3 mois. Donc commencez d'ores et déjà à y réfléchir et ils seront les nommés et les gagnants dévoilés le 15 octobre chez TF1. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn AFL Diversity pour suivre toutes nos actualités, à nous contacter si vous avez besoin évidemment d'accompagnement sur ces sujets et surtout à garder les contacts et les noms de celles et ceux que vous avez vus aujourd'hui pour pouvoir poursuivre. On n'a pas pu poser toutes les questions, mais pour pouvoir poursuivre les échanges. On est tous très connectés, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, et je pense que tout le monde se fera un plaisir de pouvoir poursuivre les échanges. C'est aussi fait pour ça. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt.